Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau TTID qui va porter sur la créature des champs. La créature des champs, c'est la première mini-série Tellington, et c'est d'ailleurs donc la série qui va me permettre, en tout cas à moi, de pouvoir statuer les différents types de séries Tellington. Donc c'est une série qui va avoir quand même une petite importance à ce point-là, puisque donc pour moi, je vois les mini-séries telles que les séries qui font 3 épisodes ou plus et qui peuvent éventuellement être en plusieurs saisons, mais qui sont principalement et majoritairement portées à être un one-shot. Les séries normales, ou juste les séries, qui sont pour moi des séries de 10 épisodes, qui peuvent être en plusieurs saisons. On a vu, c'est le cas notamment de Talion, qui s'est terminé comme une saison 1, voilà. Mais toutes les autres ensuite, La Forêt sans fin, et Danzo le ressuscité, et je suppose aussi Talbot et les derniers taurins, ne se terminent pas comme ça, mais juste en fin, voilà, 10 épisodes. Et ensuite les grosses séries telles que les calendriers, ou les séries comme Andron et Gadia, on dépasse 10 épisodes, et auquel peut y avoir plusieurs séries. Mais pareil, c'est pas forcément le cas, les calendriers c'est le cas, mais Andron et Gadia, selon une story de Superflame qu'il a fait il y a pas longtemps sur Instagram, une saison 2 c'est pas prévu pour maintenant. Donc voilà. Voilà donc cette petite aparté en début de vidéo pour dire que voilà, c'est donc une série qui a permis de parler de ces différents types de séries. Elle est sortie cet été, vers la fin de Danzo le ressuscité. Elle est sortie en août si je ne me trompe pas. Elle sortait les vendredis à 17h. Et aujourd'hui, on va en parler. Et d'ailleurs, c'est un TZID qui est un petit peu important, on va dire, puisque c'est le dernier TZID du rattrapage des séries. C'est-à-dire que le prochain TZID sera ou sur une mini-série canon qui se passerait entre maintenant et la fin de Talbot et les derniers taurins, ou tout simplement à la fin de Talbot et les derniers taurins, qui d'ailleurs j'ai calculé selon sa sortie, si elle doit faire 10 épisodes, elle se terminerait précisément le 23 novembre, non, le 30 novembre, pardon, donc juste avant le 1er décembre et juste avant le début du calendrier, ça collerait parfaitement. Donc si c'est le cas, vous pourrez vous attendre à avoir un prochain TZD si toutefois donc il n'y a pas de mini-série entre temps. Donc un prochain TZD qui serait en décembre. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la suite. On va pouvoir passer donc à la review. Donc comme d'habitude, format vidéo. Vous faites ça en même temps de faire autre chose si vous en avez envie. Je vais mettre quelques images en support, mais c'est pas important. Et voilà, on va pouvoir y aller. Installez-vous confortablement. C'est parti. Donc, on va commencer tout de suite par parler de la forme, on va dire, de tout ce qui est écriture, qualité, etc. Et ensuite, je m'attarderai sur 2 points du fond. Donc, par ailleurs, c'est une mini-série, excusez-moi, c'est en 3 épisodes, donc ce sera un petit épisode de TZID, je lui donne à peu près une dizaine de minutes. Donc, tout d'abord, j'ai trouvé que la série était d'une bonne qualité audio. J'ai trouvé les fins des épisodes un peu brutales, surtout la fin du dernier, mais on en reparlera. Mais en dehors de ça, tout ce qui était mixage, etc., pour moi était tout à fait correct. Et donc ensuite, sur la forme de la série, j'ai trouvé la narration sympathique. Et vous savez ce que ça veut dire avec mon TZD sur Andro Negadia. Mais j'ai trouvé la fin brutale et une incohérence à partir de l'épisode 2. Ou du moins, quelque chose d'un petit peu bizarre. Voilà, mais ça va s'expliquer. Donc d'abord la narration sympathique, bon, bah, c'est une mini-série qui a pour but de faire passer le temps et de raconter quelques petits détails sur le lore du SSU. Donc là-dessus, effectivement, je pense que c'est cohérent qu'on n'ait pas une intrigue incroyable ou quoi que ce soit. C'est un peu le cas d'ailleurs des Glaces de l'Hermine ou du Pré de la Justice. C'est des séries où ce qui va compter le plus, ça va être l'intrigue globale plus que les intrigues des personnages, parce que en 3 épisodes d'une dizaine de minutes, on développe pas beaucoup les personnages, on développe plutôt une intrigue globale. Et donc, on a ici une narration qui est assez, qui s'enchaîne rapidement, hein,
pas beaucoup. Les scènes se passent vite, on va dire, comme si c'était un puzzle où les pièces s'enchaînent, où on pose les pièces rapidement. Voilà, c'est un peu ça. Il n'y a pas beaucoup de fil à retordre ou quoi que ce soit, mais là-dessus, ça va. Par contre, c'est vrai que j'ai trouvé la fin de l'épisode 3 très brutale. C'est-à-dire que je sais pas s'il y a un fin, je crois même pas qu'il y a un fin, je crois que ça se finit juste sur le générique de fin et je me suis dit, ah, bah il y aura un prochain épisode et il n'y en a pas eu, c'est là que j'ai compris que c'était terminé. Donc voilà par exemple. Et sinon, voilà, ça c'était un peu perturbant. Et ensuite, il y a donc au niveau de l'épisode 2 pour moi une comment on appelle ça, une incohérence qui fait place, c'est celle d'Andrew Bennett, tout simplement, c'est le point, on va dire, de la série. Alors pourquoi? Parce que la série, on ne sait pas quand est-ce qu'elle se passe. Mais pour moi, ça reste quand même incohérent. Alors, bon, déjà, il y a le fait que Alia s'appelle Nathan Bloom et que, comme par hasard, il est avec Andrew Bennett. Là-dessus, bon, j'ai trouvé ça assez facile, mais comme j'ai dit, c'est pas trop grave. Mais il y a le fait qu'il soit avec Andrew Bennett, c'est surtout ça le problème. Pourquoi? Parce que si on place la série avant Andrew Negadia, à ce moment-là, Andrew, il est injoignable. Pour avoir de ses nouvelles, il faut passer par Alias qui en a lui-même de temps en temps et pas de manière certaine. Et en dehors des calendriers, il cherchera jamais à rendre visite à Bloom, à Tassier, etc. D'ailleurs, les calendriers, il vient des fois qu'on appelle ça, par contrainte. Alors évidemment, ça lui fait plaisir de les revoir, hein, mais il vient des fois parce qu'il est appelé, on va dire, ou parce qu'il voit des trucs magiques, etc. Alors, sauf si ils se sont revus entre les calendriers des fois, ce qui est possible, mais au vu de l'intensité des retrouvailles au calendrier, on a l'impression qu'ils se sont quand même pas vus depuis un an. Et qu'ils n'avaient aucun moyen de savoir, l'un l'autre, ou du moins plutôt pour du côté des Bloom, Tassier, etc., si l'autre allait bien. Donc, qu'il soit avec lui, c'est étrange si ça se passe avant le calendrier. Mais, si ça se passe après, c'est encore plus bizarre, si ça se passe après Andron Negadia, parce que Andron Negadia, il est justement en Negadia. Et on sait que la seule fois où il revient, c'est à la 5e porte. Donc, ça pourrait par exemple se passer en hiver, et auquel cas, ce serait juste après la 5e porte, parce qu'on sait toujours pas ce qui s'est passé. Sauf que, on sait que la série se passe en été. Et on sait aussi que c'est une mission qu'a réalisée Andrew Bennett de lui-même avec la sœur de Cotyledon pour l'expulser. Et d'ailleurs, là-dessus, ça rajoute aussi un point d'incohérence au niveau de la timeline, c'est que, on rappelle, il y a une guerre immense en Negadia, et lui, il aurait eu le temps de faire, on va dire, une mission normale d'un propriétaire de porte. C'est-à-dire que faire ce genre de choses-là, c'est pour moi clairement une mission normale d'un propriétaire de porte, alors que maintenant il a plutôt une mission de soldat, on va dire. Donc ça voudrait dire déjà que ça se passe après la 5e porte, ou alors ils se sont revus, mais c'est quand même un peu étrange, et visiblement Andrew n'est pas retourné sur Terre entre la 5e porte, donc ça se passe après. Et ça veut dire que depuis, la guerre s'est finie, où il y a eu beaucoup de mou, parce qu'il a le temps de faire autre chose que la guerre. Et ça pour moi, ben, c'est pas crédible comme position, parce que je pense que la guerre va durer encore longtemps, et que elle nous sera racontée plutôt dans l'ordre, on va dire. Donc du coup, ça donne un côté un peu, voilà, encore en plus de ce côté facilité qui, bon, voilà, ça peut être, on peut passer au-dessus. Il y a ce côté, mais comment ça peut être cohérent avec l'univers? Et là-dessus, pourquoi j'ai dit que ça s'expliquait tout à l'heure? Tout simplement parce que Superflame a dit sur le Discord de Superflame Studio il y a quelques temps déjà, alors je sais plus si c'était par rapport à la créature d'échange, je crois, ou si c'était pour autre chose, qui privilégiait la, la cohérence, l'écriture et la continuité d'une série en elle-même que l'univers global. Et effectivement, ça peut se ressentir quand on voit, alors encore ça peut s'expliquer, mais Danzo en Negadia, le conseil des 5 portes qui n'a pas été utilisé lors de la 5e porte, ce genre de choses-là. Ça peut se concevoir, ou du moins on le voit. Personnellement, je trouve ça un peu dommage parce que je préférais que l'univers, chaque série, soit travaillée au maximum et que elles soient toutes cohérentes les unes envers les autres. Mais
il ne faut pas oublier, c'est ce que j'ai dit pendant Drone Negadia, que pour l'instant Tellington est vraiment sur un rythme de développement, et que du contenu doit sortir, des choses doivent sortir, ça doit être alimenté pour garder la base, pour la levée de fonds, pour continuer à avoir un revenu régulier, ce genre de choses-là. Et donc parce qu'on se souvient d'une époque où il n'y avait pas beaucoup de contenu sur Tellington, c'était un peu sporadique, je pense que Superflame ne veut plus ça, et par conséquent ça veut dire écrire, 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 et donc aller un peu dans l'enchaînement. Donc je pense que on le verra, je pense qu'on finira par le sentir quand ce sera le cas, mais pour l'instant, je pense qu'il faut juger les productions Tellington avec cet élément en tête de se dire il fallait sortir quelque chose, et avec cette entre guillemets pression, même si on ne sait pas si c'en est vraiment une, parce qu'on n'est pas dans la tête du Superflame, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'elle représente, je trouve que c'est déjà très bien, et que la série fait son taf, voilà. Après moi, en tant que fan absolu et vidéaste, on va dire, sur le sujet, je me sens obligé d'en parler et j'ai trouvé ça bizarre, mais ça reste quand même bon dans son ensemble, et là-dessus, il n'y a rien à dire. Et ensuite, les deux points de fond que je voulais aborder, et ça par contre j'ai trouvé ça intéressant, c'est d'abord la DPA. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec ce côté-là, c'est le côté alias au travail. C'est-à-dire que alias, quand on l'a vu au travail, on l'a vu ou débordé par ses supérieurs, ou autoritaire avec des troupes militaires, ce qui est logique, ou plus dans le travail, viré justement, à cause de tout ce qui s'est passé dans la cinquième porte, etc. Mister Marmottin, enfin, on a vu tout ça, plus capable de gérer la DPA. Mais on l'a jamais vu vraiment dans l'exercice de ses fonctions, si ce n'est, je viens d'y repenser, dans Talion l'exilé, où il infiltre, non, il visite la base de Contumace et où il lui parle, etc. Et donc c'est drôle de le voir là sur une mission en plein exercice sans les autres, où il est vraiment alias tel qu'il est professionnellement dans ce travail-là, parce que du coup on le découvre un peu plus détaché des autres, un peu plus sérieux, et il représente vraiment la DPA qui, bien qu'elle a ce côté un peu affectif qu'on l'a vu à travers les calendriers, ou alors un peu la peur qu'elle peut représenter, là c'est vraiment le monstre froid qui fait tout pour son propre intérêt, qui au final a l'intérêt de l'État, mais du coup la DPA c'est un peu caché on va dire, euh, et qui voile la vérité et qui ne donne pas d'explication. Et ça, j'ai beaucoup aimé que Superflame développe ce côté-là, parce que c'est pas quelque chose qu'il a fait beaucoup avant, et en même temps c'était logique parce que l'ambiance et l'univers à proprement parler des séries auxquelles la DPA faisait partie n'était pas, ne s'y prêtait pas. Mais là, du coup, j'ai bien aimé, et j'espère du coup que dans les dossiers de la DPA, alors je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais quand ça sortira, on retrouvera ce côté DPA et on aura d'autres anecdotes là-dessus. Et c'est une série que moi j'attends pas mal, je pense que ça va être très sympa. Euh, et la deuxième chose, toujours en lien avec la DPA, c'est l'introduction du niveau magique. Et ça, j'ai pas énormément de choses à en dire, si ce n'est que je trouve ça intéressant. Alors il faudrait voir si en Negadia il y a un équivalent, mais sinon je trouve ça intéressant pour plusieurs choses. D'abord, je tiens à remercier quand même les membres du Discord du SSU avec qui j'ai pu en parler, enfin du Superflame Studio, pardon, avec qui j'ai pu en parler, et puis au final, Superflame est venu reconfirmer par derrière, mais j'étais plus exactement sûr de ce que c'était, ou alors de ce que ça représentait vraiment. Mais donc, de ce que nous dit Superflame et de ce qu'on a vu, etc., ça représentait le niveau de radioactivité magique d'une zone, le niveau magique d'une zone. Donc ça signifie à la fois, je pense, le nombre d'entités magiques, le danger que représente la zone vis-à-vis de ces entités magiques, et les phénomènes magiques qui se produisent dans une zone. Et d'ailleurs, Superflame, il ajoute sur le Discord, au passage, avec les informations, que lui, il a dit d'ailleurs dans une des stories, alors je sais plus c'était laquelle, mais il a dit qu'il l'avait dit, que la magie c'était des particules indescriptibles qui altéraient les lois de la physique. Donc voilà, ce serait ça globalement le niveau magique, et ça j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que d'abord ça va nous permettre d'avoir un sorte de rang de puissance d'une zone, d'une créature, etc. dans le futur. Et ça, c'est toujours un truc un peu
dans les récits qui permettent de hyper, on va dire. Alors là, ça va être un peu moindre parce que ce sera plutôt des choses pas caractérisées, on va dire, pas des personnages, mais plutôt des monstres, des objets, ce genre de choses-là, enfin des créatures plutôt, mais c'est quand même sympa. Moi je pense pas toujours aux primes dans One Piece, ça permet d'hyper quand on dit ouais, celui qui a la plus grosse prime, on sait pas qui c'est, mais waouh, machin, on sait qui c'est en l'occurrence, vous avez compris. Et là, quand on va dire, lui, il a un niveau de magie, enfin, cette créature, elle a un niveau de magie, ouah, j'ai jamais vu ça, c'est quoi ce truc? On va se dire, ok, lui, attention, vraiment attention. Et d'ailleurs, je me demande le Yundra, le niveau de magie du Yundra, etc., etc. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc, j'espère que ce sera réutilisé dans le futur, même si effectivement s'il n'y a pas d'équivalent en Negadia, je pense pas qu'il y en ait parce que c'est une terre qui est beaucoup plus à l'aise avec la magie, qui a un peu grandi avec, pas forcément les Dokipa mais la magie en tant que telle. Ça révèle aussi beaucoup de choses des traits en fait de l'humain, tout simplement, qui quand il comprend pas tout, il décrit pas tout, il se sent obligé de quantifier, de donner des noms, de donner des règles, ce genre de choses-là, pour pouvoir l'expliquer. D'ailleurs, je crois que c'est un peu tout le but de la science, et je n'en fais pas une critique d'ailleurs, mais je trouve ça intéressant parce que, au final, niveau magique ou pas, ça aurait servi à pas grand chose de le savoir dans le cas de Cotylédon, mais je pense dans d'autres cas aussi. Par contre, ça permet de faire des statistiques, faire des informations, ce genre de choses-là, et de voir à quoi s'attendre. Et j'aime beaucoup ça parce qu'effectivement, sauf si effectivement, encore une fois, il existe quelque chose en Negadia, on n'en a pas la confirmation, ça prouve que c'est vraiment quelque chose de très terrien de vouloir expliquer, etc., l'inexplicable, parce que la magie, c'est littéralement l'inexplicable. Pour pouvoir un peu se conforter et avoir des bases sur lesquelles s'appuyer quand on parle, quand on vit, quand on traverse ce genre de sujet ou des événements en rapport avec la magie. Voilà. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la créature des champs. Finalement, j'ai pris un peu plus de temps à en parler, comme quoi. Comme d'habitude, j'attends votre avis en commentaire, à la fois sur cette vidéo et sur la créature des champs. Je pense pas qu'on verra ni les policiers, ni Emma Burrows, ou Antonov, ou Sanders, ou Cotylédon encore à l'avenir. Par contre, je me pose la question, Cotylédon, elle est allée dans la boîte d'illusions qui la ramène vers Agadia. Est-ce que s'il ouvre la boîte en Drew, genre qu'il la pose dans son bureau et qu'il l'ouvre 2 ans après, elle est encore dedans, ou comment ça se passe? Bref, petite question comme ça, mais j'aurai pas la réponse de toute façon, mais si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. Voilà, n'hésitez surtout pas, comme à chaque vidéo je le rappelle, à vous abonner si jamais vous avez envie de suivre la suite. Et puis voilà, on se retrouve le vendredi, alors on se retrouve ce dimanche d'ailleurs, ce dimanche pour un 7 semaines chez l'Omniscient à 16h30. Beaucoup d'infos sur le studio, sur Tellington, sur le wiki et sur la chaîne, à la fois vis-à-vis du fait que le dernier est sorti en septembre, si je ne me trompe pas, et aussi du fait qu'il y a ce soir, au moment où je tourne cette vidéo à 17h, la FAQ sur Super Flame Studio. Donc je pense qu'on va en apprendre pas mal. Et d'ailleurs, je pense que le prochain cette semaine chez l'Omniscient, il se déroulera en décembre. Et je crois qu'à ce moment-là, ce que je vous dise depuis août va arriver et je vais pouvoir vous l'annoncer et j'ai super hâte de le faire. Je vais pouvoir me mettre vraiment à bosser là-dessus à 100% très bientôt là. Donc j'ai hâte et voilà. Donc voilà, premier rendez-vous ce dimanche et puis ensuite je peux déjà vous dire que le vendredi 28 sortira la date, je n'ai pas encore dit, mais ce sera certainement 18h. Mon avis sur Il venait en paix, et que ah oui, non. Excusez-moi. C'est autant pour moi, c'est bien le vendredi 28. Et qu'en novembre, ce sera le vendredi 25 que sortira Mon avis sur comment on appelle ça, pas les démons du Go, non, French Dystopie, voilà, de mon avis sur hors série. Et voilà, je peux déjà vous annoncer ça. Et je peux aussi vous annoncer qu'il y aura une vidéo en novembre. On essaiera,
si jamais c'est confirmé, parce que c'est pas sûr encore, de faire des petites théories sur l'intrigue du calendrier de cette année. Et voilà. Et je peux d'ores et déjà vous dire que cette semaine chez l'Omniscient de cette semaine, celui d'après, les deux mon avis sûr et cette vidéo théorie, ce sera les seules vidéos qui seront sur la chaîne avant le mois de décembre où je prépare beaucoup de choses, puisque je vais malheureusement, sauf s'il y a une surprise, pas pouvoir faire les mon avis sûr sur les Super Flame Story, Andrew Bennett, Pic au vent, le mystère marmottin et la cinquième porte. J'aurai pas assez de temps avec ce que je vais faire, et ce que je vais faire ça compte vraiment, donc ce sera en janvier et en février et peut-être jusqu'en mars de l'année prochaine, on verra que ça sortira, voilà. Donc bref, j'en dis pas plus, parce qu'en plus, je suis en train de me rendre compte que tout ça, c'est des choses que je vais vous redire dans cette semaine chez l'Omniscient de ce week-end, mais bon, c'est pas grave, ce sera écrit, ce sera monté, ce sera plus joliment dit, et avec du montage, ce sera plus dynamique. Mais voilà, donc petite avant-première, on va dire. Donc voilà, donc on se donne rendez-vous ce dimanche, soyez au rendez-vous surtout, et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis voilà, salut à tous, c'était l'Omniscient, ciao.